Pierre-Luc, juste avant de commencer, on s'en va écouter un épisode très spécial de Trois-Bières, n'est-ce pas, avec Evelyne Ferron. Une première, ma foi. Un épisode dans lequel j'ai dû quitter en plein milieu. Oui. Oui, j'ai eu des urgences de santé. Et vous allez voir, c'est la première fois de l'histoire de Trois-Bières que je finis pas un épisode, je crois. Et j'ai comme eu... j'ai mangé du Allen & Wright avant l'épisode du déjeuner, alors qu'à une heure qu'on ne déjeune plus. Et j'ai été puni par le karma du cycle du manger. Ouais, c'est ça. Ton intégrité digestive a été compromise. Oui, j'ai violé les règles de la bienséance alimentaire et j'ai été puni pour ça. Vous allez voir, dans le deuxième segment, je me mets à être en sueur, comme ça n'a pas de sens. Je me mets vraiment gros à suer. Et dans le troisième, je suis pas là parce que on a commencé à faire un segment du troisième. Et j'ai dû quitter en plein milieu, j'ai abandonné. Et on va mettre le segment où est-ce que j'ai abandonné sur Patreon pour que les gens puissent voir comment ça a été dans les coulisses de vivre ça, de faire comme... Parce que dans ce segment-là, il y a tout le bout où est-ce que je me demande, OK, je peux le toffer. Comment Pierre-Luc est capable de refaire ça après. Puis à un moment donné, j'ai vraiment abandonné, fait que je suis curieux de voir à travers mon propre visage toutes mes émotions passées. Écoute, il n'y a pas juste ton visage, mais alors que tu déclares quitter, il y a aussi le visage de Gabrielle parce qu'elle s'inquiète, il y a quelque chose qui va arriver sur elle. Mais, en effet. Mais en tout cas, il n'y a pas juste ça sur Patreon. Il y a des bons extras comme ça, mais il n'y a pas juste ça. Cette semaine, il va y avoir un épisode spécial du Clandestin, qui est le journal intime où on parle de nos vies, de nos passions et de ce qui nous arrive. Et c'est ça chaque semaine sur Trois-Bières, sur le Patreon de Trois-Bières, au patreon.com/Trois-Bières. Il y a des choses exclusifs. Il y a aussi la déchéance de Pierre-Luc, mais il y a aussi le Clandestin. Et on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, qui aident à la production de Trois-Bières. Et j'ai nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, JS Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Mars, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois et le Fat Pack. Et on aimerait aussi remercier d'autres gens qui nous donnent à faire Trois-Bières, comme les Brasseurs du Moulin, qui nous ont fourni des délicieuses bières, aussi des Trafalgar qu'on boit dans l'épisode de cette semaine, si je ne m'abuse. Et c'est pas tout en ce qui concerne les Brasseurs du Moulin, n'est-ce pas? Non, on va y être là le 7 mai. 7 mai, on va être là avec un invité qu'on n'a pas encore révélé, qui est vraiment, je l'aime vraiment gros, fait que j'ai hâte de faire le show avec lui. Oui, ça va être vraiment le fun. Et cette intro ne se termine pas là, car au week-end dernier, on était au Festival Transistor. C'est vrai. Et on aimerait ça, premièrement, remercier le Festival Transistor de nous avoir invités. C'était vraiment le fun et on aimerait ça remercier tous les auditeurs qui étaient présents. C'était ça le comble pour venir nous voir. On remercie aussi les Pic-Bois d'être venus avec nous autres. Merci Transistor, merci à tous ceux qui sont venus. C'est vraiment le fun aller à ce festival-là. Allez-y l'an prochain. Remplissez leur salle davantage. On espère vous y revoir. Ouais, et venez au plan de match mercredi prochain, 4100 Bélanger, à 20h. Oui, ta soirée d'humour, Pierre-Luc. Une belle soirée d'humour pour des nouveaux talents. Yeah. Mais en attendant, passons à cet nouvel épisode avec Evelyne Ferron. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission par les sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on a terminé d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça, Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle, Evelyne Ferron, bonjour! Evelyne, merci. Oui. Evelyne, là, on est dans une tempête médiatique pour toi. Ben oui. On va en parler un peu. Moi, j'étais sûre que t'allais te choquer en plus. Ouais. Je veux juste dire, j'étais sûre que t'allais nous choquer parce que Notre-Dame a brûlé. Notre-Dame Bon. a brûlé. Ah, oui. Là, tous mes collègues, depuis 2 jours, me disent Evelyne, as-tu entendu parler que Notre-Dame de Paris a brûlé? Oui, je suis très, très au courant. Ah oui, je suis dans une... Oui, on appelle ça une tempête médiatique. En fait, on appelle ça une éclipse médiatique. Plus particulièrement, où tous vos réseaux sociaux, depuis lundi après-midi, ont commencé à être inondés des mêmes nouvelles. Et si vous avez décidé de faire une pub ou de poster quelque chose d'important depuis lundi, nous sommes présentement quand même, on est quelle date? Mercredi, le 17 avril. Vous voyez, je ne sais plus quelle journée je suis.
tellement j'ai pas dormi. Ben, c'est ça. Disons que vos posts ont probablement passé dans le beurre, comme on dit, comme expression. Alors voilà, Notre-Dame a brûlé. Et quand un bâtiment historique brûle, ben là, les On médias... suspecte toi qui déteste l'histoire. Oui, c'est ça. Ou plutôt, très vite, les recherchistes font cette chose. Ils vont sur Google, à moi qui me connaissent déjà. Donc, Historienne. Radio-Canada me connaissant, mon cellulaire, il faut que je vous le dise, je pars de chez moi. Ça vient de commencer. Je suis en train de rouler. Et de chez moi jusqu'à mon cégep, c'est une 40aine de minutes en voiture. Jamais je n'ai lâché le téléphone parce que tous les médias m'ont appelé sur mon cellulaire. Mon numéro de cellulaire semble circuler très rapidement depuis lundi. Et la police t'a pas vu. Non, j'ai un main libre. Fait que Ah, c'est pour voilà, ça. Parce que voilà. des fois, j'entendais des textos. Fait que là, je disais à la madame là, de mon cellulaire, route, appelez, parce que je pouvais leur parler. Et voilà, je me suis retrouvée donc à commencer à 3h de l'après-midi le lundi avec Mario Dumont à Cube Radio. Non, j'ai fait la France avant. Il y a un journaliste français qui voulait parler à une Québécoise. Alors ça, c'est via Twitter probablement. Et là, j'ai fait Mario Dumont avec Cube et après ça, c'est ce qu'on appelle les services régionaux. Donc, ils m'ont pris en charge. J'ai fait le 15-18 et toutes les émissions du retour de Radio-Canada sans arrêt. Jusqu'à 5h30, ça veut dire qu'à chaque 10 minutes, je terminais avec un animateur, mettons, à Saguenay, puis là, Rimouski appelait. Bon, j'étais dans mon bureau cégep et je disais à mes étudiants, je vais redéplacer vos rendez-vous, je crois. J'en ai vu quelques-uns entre, mais ça a été un petit peu rapide. Et après ça, ben voilà, je me retrouve au téléjournal. Fait qu'il faut que je descende en duplex. Fait que voilà, ça a été raconter l'histoire de Notre-Dame et je n'ai pas eu de préparation. Il faut comprendre que j'ai dit à mon chum, renvoie-moi mes notes. Parce que j'avais déjà fait une chronique sur Notre-Dame, une solide, et je le savais que ma recherche était faite. J'ai appelé mon chum. J'ai dit à mon chum, peux-tu m'envoyer mes notes? Parce que j'ai comme l'impression que j'aurais pas le temps de même m'immerger. Fait que, pendant que je parlais aux journalistes de la France, je relisais mes papiers puis j'essayais de... Parce qu'après ça, je savais que c'était fini. Je n'allais plus jamais retoucher mes notes. Et après Patrice Roy, ben là, c'est la folie. Là, je me suis retrouvée à RDI, je me suis retrouvée à LCN et ben, j'ai fait un article express dans la section débat de la Presse Plus, mais ça m'a été demandé, donc on m'a appelé pour ça. Donc, j'aurais aimé le faire encore mieux, mais c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire un article de 800 mots. Et 800 mots, c'est pas évident non plus pour tout raconter. Là. Et là, je suis ici parce que j'ai fait aujourd'hui l'histoire plus tard. Et voilà. Les plateformes, ça l'arrache, mais t'as 3 bières. Voilà. Exactement. 3 bières. À ma priorité, mais si j'ai l'air fripée, je suis sincèrement désolée. J'ai peu dormi. Parce que, tu sais, là, tu étais prise un peu pour faire le même 5 minutes partout à raconter la même histoire. J'ai essayé de ne pas le faire. Et ce que j'aime, par contre, je dirais, des services régionaux de Radio-Canada, qu'est-ce que les services régionaux? C'est que, bon, le 15-18 à Montréal, Québec, c'est des émissions à part. Mais toutes les régions fonctionnent avec les services régionaux. Donc, moi, généralement, soit début janvier ou fin décembre, je les fais pour les découvertes archéologiques de l'année. Et je suis dans un studio, puis je les fais une par une. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est eux autres qui te font l'horaire, ils organisent tout ça. Puis, bien, souvent, les animateurs vont écouter, s'ils sont capables, un petit bout de ce que je fais à l'autre pour pas me poser les mêmes questions. Ils ont l'habitude de ça, donc ça, c'est bien. C'est sûr que la question tournait toujours autant, 850 ans d'histoire. Comment vous êtes-vous senti? J'ai vraiment répondu à peu près à toutes les émissions. Je m'excuse si vous m'avez entendu. Je le sais-tu bien pas? Parce que j'ai juste eu le temps de voir les images. Je veux dire, moi, ce qui est arrivé, c'est une vague médiatique. J'ai pas eu le temps de m'asseoir et de dire « Hey! » C'est bien donc intense. J'étais en direct avec Annie. J'étais en direct avec Annie Desrochers, tu sais, au 15-18 dans mon bureau, puis je regardais la flèche brûler, mais j'avais comme pas le temps de vraiment réaliser ce qui était en train d'arriver. Mais j'étais comme, Annie, ça va, on a les plans. Ça, je me rappelais qu'on avait les plans de cette structure-là du 19e siècle. Je dis, je vous rassure, là, tout va bien, mais ma tête, là. On va exposer la business, comme on dit. On est en avant-midi en ce moment. Il n'est même pas encore midi et tu as de la bière devant toi. Oui, c'est rare. Je remercie les brasseurs du Moulin pour l'excellente IPA. Honnêtement, j'en avais besoin. Parce que là, j'ai fait la route aussi pour me rendre ici. Mais je venais aussi pour aujourd'hui l'histoire. Je ne vais pas annuler non plus aujourd'hui l'histoire. Mais ça fait en sorte que, déjà que je ris beaucoup, je m'excuse. Ça se peut, je ris un peu plus. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à rire encore plus. Donc, c'est épouvantable. Je suis sincèrement désolée. Evelyne, c'est ça. Tu as dit beaucoup de choses à plein de places, mais principalement le même os, mettons, la même viande. Fait que si on veut voir... Je veux savoir une affaire que tu n'as pas pu dire ailleurs. Une affaire fun fact que tu as lu. Comme, je l'ai fait dans la Presse Plus, mais j'ai pas eu le temps de le faire. C'est que souvent, les animateurs me posaient la question sur, ça vient d'où Notre-Dame, là, tu remontes au Moyen-Âge, ils veulent comprendre un peu au 19e siècle, bon, la Restauration, Victor Hugo, blablabla. Ça, c'est, tu sais, je m'en suis pas sortie. Et sinon, c'était, quand ça brûle comme ça, le fait qu'on perd la charpente de bois médiévale, c'était la seule cathédrale qui avait pas brûlé. Et donc, on avait encore la structure de chêne de la cathédrale. C'était la dernière. La forêt. Vraiment. Oui, la forêt. Tu m'écoutais, toi, quelque part? Ou, j'ai tout tu l'as lu? Je savais que t'étais là aujourd'hui. Fait que je vais faire mes devoirs, mais je vais me tout là-dessus.
C'est tout à fait une surdose d'Evelyne. Et c'est que ça tournait toujours autour de ça. Mais ce qui est intéressant avec Notre-Dame, ce que je voulais apporter des fois, j'ai eu le temps... Avec Patrice Roy, Téléjournal, j'étais ailleurs. Parce qu'on a pu parler un peu des rois de France qui sont passés par là, le fait que c'est les célébrations qui avaient lieu toujours sur le parvis de Notre-Dame. On a pu aller un peu dans le côté identitaire de la chose. Mais dans la presse plus, je voulais amener le côté... des gens qui ont construit ça. Parce que des gens lisent Ken Follett. D'ailleurs, j'ai vu qu'il donnait une entrevue à la Fabrique de l'Histoire en France, qui est très, très rare, parce qu'il a quand même écrit Les Piliers de la Terre dans les romans historiques. Bon. C'est tellement bon, les constructeurs de cathédrales puis tout le kit. Je voulais rendre hommage, vu qu'on a perdu la charpente de bois, qui est quand même importante, mais on a gardé les belles ogives qui permettent à cette cathédrale d'être si haute. C'est ça que j'ai pas eu le temps de faire en détail, parce que ça va très vite. C'est le fait qu'on a des gens, des maçons, on a des tailleurs de pierre. Tout ça se faisait à la main. Tout ça se faisait par charrette avec des ânes et tout ça. Les gens taillaient la pierre, suivaient les dessins faits à la main d'un architecte et d'un maître maçon, puis suivaient ça à la lettre. Pour monter aussi haut, ils étaient sur des échafauds de bois, sans sécurité, tu sais. Mais c'est qu'il y avait aussi souvent que si tu la commençais, tu la voyais pas finir. Non, elle a pris 182 ans, c'est ça. Puis d'expliquer que sur 182 ans, tu as plusieurs générations de maîtres maçons, d'architectes qui vont y passer, puis des fois, le financement tombe, fait que là, il y a un arrêt dans les chantiers. C'est sûr que ça, on n'a pas le temps de raconter ça. Dans la presse plus, j'ai essayé d'aller redonner un peu rendre hommage à tous ces gens qui ont fait ça à la main. Puis d'où vient le mot clochard? Est-ce qu'il existe des... Attends, excuse-moi. Non, oui, c'est la première question. Non, mais est-ce qu'il existe genre des registres d'ouvriers qui ont travaillé là-dessus? On n'en a pas tant que ça, parce que ces masses-là sont anonymes. Ce qui est intéressant avec les cathédrales, c'est quand on les restaure. Parce que souvent, quand on tourne une pierre ou quoi que ce soit, on a les noms gravés ou on a des dessins sur la pierre, on était capable de dire, OK, cette pierre-là, je vais la retourner à la fin. C'est de ça que mon bout a l'air. Fait que ça donnait l'indice sur comment faire, mettons, ce pan de mur-là. Puis après ça, il retournait la pierre, puis ça disparaissait. Donc, quand on restaure, des fois, on tombe sur ces surprises-là. Donc, on a des noms, on a des plans qui apparaissent un peu par miracle. Des fois, dans certaines archives, quand on a des archives médiévales, il reste quand même des plans d'architectes et de maîtres maçons. Mais c'est sûr que la masse, ceux qui ont charré les pierres ou qui ont subi des accidents puis qui sont morts, c'était pas si répertorié que ça. On pourra jamais on pourra pas quantifier ça. Mais c'est vraiment Notre-Dame de Paris qui a donné dans la langue française le mot clochard. On pense toujours à Quasimodo, mais il faut comprendre que les cloches pesaient 13 tonnes. C'est énorme. Et on voulait les faire sonner pour divers événements, plusieurs fois dans la journée aussi pour marquer l'heure. 13 tonnes chacune? Chacune. Ça te donne une idée? Ça prend plus qu'une personne d'habitude pour swinguer la cloche. Moi, je serais capable. Probablement. Juste pour les gens qui écoute, swinguer, c'est le terme exact. Oui. C'est exactement ça. Moi, mon français est impeccable. Je tiens à dire que j'ai fait un article au passé simple dans la presse. J'ai le droit de dire swinguer à Trois-Rivières. C'est ici que je me relâche. En effet. Non, je vais juste niaiser. Mais on embauchait les pauvres dans la rue. Et c'est comme ça qu'on a fini par les associer à des sonneurs de cloches et qu'est né le mot clochard associé à la pauvreté, associé à des itinérants. Et c'est Notre-Dame de Paris qui a donné ça. C'est sûr que quand tu es dans les médias, que ça roule, tu as du 3, 4, 5, des fois 10 minutes, mais tu vas au gré de l'animateur. J'ai pas le temps d'aller dans ce genre de détails-là. Fait que voilà. Je l'ai fait dans la presse. Je voyais toute cette affaire-là à se dérouler. Puis tu riais de moi? Non, je riais pas de toi. Je voyais ça, puis j'étais comme, pourquoi pas stade olympique à la place? Pourquoi cette vieille affaire-là qui est vraiment hot, puis là, nous, on a le stade olympique, ça coûterait des millions à les faire. Ça, c'est des questions de mode. Notre-Dame, elle a été modifiée. C'est ça, au 19e siècle, on a mis une nouvelle flèche, les gargouilles, les chimères. Ça a été mis au 19e siècle pour aller avec l'idée qu'on avait du Moyen-Âge à l'époque romantique. Ah ouais, c'était mystérieux et il y avait des créatures bizarres. Les gens croyaient aux dragons, fait qu'ils ont fait des chimères, des gouttières avec des gargouilles. Elles ne sont pas médiévales. Elles sont du 19e siècle, quand les gens tripaient sur le Moyen-Âge. Ajouter une gargouille, c'est comme faire un tatou à l'église. Oui, c'est ça. On a fait ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une cathédrale qui a été remaniée selon les modes. Tu sais, un stade olympique, ben, il était au goût du jour. Quand ça a été fait, tu sais, je suis dans les années 70 quand même. Mais en même temps, j'ai l'impression que racheter des gargouilles, c'est comme les premiers tripés de bicoline. Genre le monde qui commence déjà à triper sur la médiévale alors que ça fait pas trop. Ah oui, ça c'est les grandeurs nature. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. excuse-moi, je sais pas les gros tripés là-dessus. Fait que déjà là, il y avait un petit boss déjà de tripés de médiéval. Oui, il faut dire que le roman de Victor Hugo en 1831, il a créé cet engouement-là parce que le personnage principal, c'est pas Esmeralda, c'est pas Quasimodo. Quand on lit Notre-Dame de Paris, il s'appelle Notre-Dame de Paris. C'est la cathédrale qui est au cœur de l'intrigue. Donc les gens ont comme retrouvé un certain amour pour une cathédrale qui à l'époque
l'époque de la Renaissance, quand on est dans l'ère des progrès et tout ça, on s'en contrefiche. Je voulais dire autre chose, mais je me suis Ah, ça calisse. Ah, ça calisse. Mais tu vois, comme c'est un peu comme dans Robocop où Detroit fait partie. Oui, est en train de détruire. Oui, comme dans Robocop. C'est super bon, Robocop. On parle des grandes œuvres. On parle des grandes œuvres ici, on parle des grandes œuvres. Paul Verhoeven. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Robocop que je veux dire, la seule chose dont je me rappelle de Robocop, c'est quand il meurt au début. Oui. Parce que ma mère, quand j'étais jeune, elle cachait cette scène-là avec un linge à vaisselle devant la télé parce qu'elle trouvait ça trop violent. Ben, c'est extrêmement Et violent. c'est ce qui fait que quand tu vieillis, tu te dis, hey, là, j'ai jamais vu ce bout-là, moi, allez le voir. Oui, il est vraiment bon. Pour le vrai, Robocop, c'est vraiment bon. Oui. Je l'ai même pas. Voilà, de Notre-Dame de Paris à Robocop, avec les 3 bières que vous allez vivre. Juste des justiciers. Juste des justiciers. Fait que bref, c'est ça. Ça fait en sorte que le lendemain matin, tu te retrouves encore à RDI, à LCN via Skype. J'ai la chance d'avoir un studio Un radio. ordinateur. Non, mais un micro de proximité. J'ai une console quand même, ce qui fait que je fais de la radio de chez moi à Radio-Canada. Fait que c'est sûr Tous que les dimanches matins, je le tous les dimanches matin. Mais c'est ce qui fait que mon son est bon via Skype. Parce que sinon, oui, contrairement aux autres. le micro de webcam, c'est épouvantable. Mais il y en a des fois, je suis comme, mais tant qu'à ça, faites-en pas d'entrevue, c'est là. ça. Faites juste le citer, parce que des fois, c'est absolument Moi, j'ai épouvantable. un bon micro de proximité, fait que c'est ce qui fait que mon son est bon. Donc, LCN et RDI, ben, ils ont mon branchement. Fait qu'aussitôt qu'ils me le demandent, ben, on se branche, on est déjà... ils font juste me cadrer. Il faut que vous compreniez que quand je fais... Ça, c'est un truc de média, mais il faut quand même comprendre ça. De médias. Je ne vois jamais les animateurs, ni sur Skype, ni quand je suis en duplex. Un duplex, c'est que je suis à Québec, ils sont à Montréal. C'est ce que j'ai fait avec Patrice Roy. Ça veut dire que je suis C'est descendue... toujours pas de quoi a l'air Patrice Roy. Je le croise à Radio-Canada, mais là, je pense qu'il va savoir je suis qui physiquement, parce que quand j'ai revu l'entrevue après, il a l'air content. Mais je savais pas s'il était content. Comme Mario Dumont, j'ai aucune idée s'il était content. Des fois, ce que je fais même après... à Cube, t'étais pas là. Cube, Moi, je non, pense c'était qu'il est jamais content de au la téléphone. Oui. Mais via Skype, ce qui se passe, c'est qu'ils nous cadrent. Mais bon, si je suis dans un studio de Radio-Canada à Québec, j'ai pas le droit de regarder l'écran, qui a toujours un léger délai de toute façon, ce qui rend ça un peu bizarre. Il faut que je regarde le centre de la caméra pour que j'ai l'air de vous regarder, en fait. Ah, ouais. Alors, je ne vois rien. Je les vois jamais quand je fais ça. Quand je fais du direct, je ne vois jamais rien. Puis quand je fais du Skype, ils me mettent rien. Je n'ai pas de visuel de la personne à qui je m'adresse. J'ai aucune idée de leur expression. Je les fais qu'entendre. C'est pour ça que des fois, on me voit, je suis comme ça parce que je me concentre sur ce que la personne dit. Puis oui, j'ai les yeux en l'air parce que j'ai rien à voir. De toute façon, j'ai un green screen devant moi. Alors, il y a ça aussi, des fois, si ça a l'air un peu bizarre, les gens qui sont moins habitués de faire des entrevues Skype à la télé, vous dites, où est-ce qu'ils regardent? Mais probablement que il voit l'animateur dans un petit carré dans son écran, puis il est fixé dessus, fait que la caméra est là, puis là, ben, il est trop tard. Là. Il est là, puis il regarde ça, puis il n'y a pas d'écouteurs. Moi, je garde mes écouteurs justement au cas où les régisseurs veulent me parler, mais ça, c'est l'expérience quand même un petit peu. Là. Mais c'est ce qui donne des drôles de résultats des fois dans des directs. Oui. C'était un truc de médias. C'est le petit segment Est-ce qu'on que a. vous dites ça des fois? C'est le nouveau C'est le segment. nouveau segment. Trois bières, Le segment c'est Trois bières. le truc de Pour médias. C'est un nouveau segment J'ai maintenant. manqué ça, ça a Non, commencé il y a là. des Tu viens de créer. Il mente très visiblement, là. Voyons. C'est cette merveilleuse Trafalgar qui me réveille ainsi ce matin. Elle est très bonne. Oui, on ne recommande pas aux gens de boire le matin nécessairement, mais si t'es pour Attends, là. te réveiller, Tu peux Il pas est dire... midi Il quart. est midi et quart. C'est ça. midi et quart. Bah, Et c'est moi, parfait, je suis en alors. décalage horaire depuis lundi. Je ne sais plus Oui. quelle heure. Alors, je considère que tout est correct. Mais c'est dur physiquement, c'est ça. Je suis un peu... Evelyne, est-ce que lorsque tu es appelé à faire autant de médias, à en parler souvent, est-ce que tu as une démarche en arrière de moi, j'ai envie de parler de l'histoire de cette façon-là? Puis est-ce que cette façon de parler de l'histoire choque d'autres historiens des fois? Oui. Dans des crises? Parce dans des qu'un éclipses? grand spécialiste va trouver que je tourne les coins ronds, mais dans les médias, tu n'as pas le choix. Mhm. Même l'article de 800 mots dans la presse, il a fallu que je tourne des phrases que je sais qu'un grand spécialiste dirait hey, ça donne plus d'impression, mais j'ai 800 mots. Ouais. C'est sûr que quand tu en fais depuis longtemps, tu le sais que faut que tu tronques quelque part. C'est sûr que je suis quand même réputée comme étant celle qui donne beaucoup de détails puis plus de jus. Puis je pense que c'est ce qui m'a propulsée d'ailleurs après le C'est téléjournal. vraiment nous qui t'a mis sur la map. On va le dire là-dessus, là. Franco, on va se parler. Je sais pas quand est-ce que nous autres, on va se mettre ça à la place. On va le trouver. Écoute, Franco, faut que tu viennes à 3 bières. T'as comme pas le choix. Il aimerait probablement ça. Il nous parlera On du temps est game, on est game. du temps qu'il était chroniqueur cinéma puis qu'il apparaissait à super écran là, dans les Oui. interstices. T'es Là. dessus, c'est pareil. Il me semble que oui. Oui, il me j'ai semble fait que les- oui. Ah, faudra que je lui demande. Il était aussi dans le vidéoclip Gros Zéro de Yolo Molo. Oui, avec Franco? Ouais. oui, avec Vous les faisiez quoi? critiques. Ouais. Il y avait Penelope McQuaid. De Notre-Dame de Paris à Franco Puis, Nouveau. ouais, parce qu'à un moment donné, cette tune-là parle de se faire traiter de choses. Fait qu'ils ont mis les critiques dedans, puis... Ah, ouais, ben,
Franco a déjà été très acerbe dans ses critiques. Là. Oui. OK, ouais, je comprends peut-être un peu mieux. Donc, ouais, 3 biarrés, disons. Franco m'ont mis sur la map, on va dire ça comme ça. Et Chantal Lamarre et d'autres personnes. Mais principalement nous. Oui. Mais dis-moi, auprès des jeunes, oui. Auprès d'un public plus jeune, honnêtement, là, 3 bières, mais au Salon du Livre, vous étiez là, c'était vraiment mignon. Mais c'est ça, je sais plus où j'en étais quand t'as dit ça. T'es Je complètement parlais saoul. de Patrice Roy. Ah oui, c'est ça, c'est le détail. Oui. C'est sûr que j'essaye, contrairement peut-être à d'autres, on a chacun notre style, mais j'aime pas prendre le public pour des idiots. Je me dis, ils sont là pour apprendre, je vais leur donner du jus puis ils iront lire par la suite. Je veux pas rester dans les surfaces. Donc, aucune entrevue où vous m'avez entendu être très en surface. J'essaie toujours quand même de donner des dates, de donner des faits qui vont nourrir les gens puis qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir envie de fouiller davantage. Des fois, j'y arrive bien. Des fois, tout dépend de l'animateur, un peu moins bien. Ça dépend de l'expérience de l'animateur ou de l'animatrice aussi. Tu sais, je veux dire, faire une entrevue avec Annie Desrochers, je veux dire, c'est une pro. On est habitués de travailler ensemble en plus. Je veux dire, mon téléphone sonnait l'autre bord. Ça n'avait pas de bon sens quand je lui ai parlé, mais tu sais, ça roulait quand même. On s'est très bien débrouillé. Patrice Roy aussi, tu sais, c'est des habitués. Des fois, quand les animateurs sont un peu moins habitués à distance, ça fait qu'ils nous coupent pas au bon moment ou des choses comme ça. C'est sûr que là, des fois, tu perds comme ton fil d'idée puis ça donne pas tout à fait le résultat que tu veux. Mais je dirais que dans l'ensemble, honnêtement, ça a bien fonctionné. Puis mon truc, c'est que maintenant, je le sais, je parle pour pas qu'il me coupe au moment où il m'empêcherait de pousser l'information. J'ai vraiment fait ça à Mario Dumont, LCN. Je m'excuse. J'ai vraiment mis la gomme pour pas qu'il arrive à me couper. Mais c'est une stratégie que j'ai fini par développer. Si tu prends une pause, eux, c'est leur cue pour rentrer, puis des fois, ils te font bifurquer, puis t'es comme « Ah, j'ai pas fini mon idée », puis le monde va... Fait que maintenant, quand je sais que je veux pas me faire couper, là, et je suis capable de parler aussi vite que Louis-José Hood, il faudrait faire un combat, j'y vais. Et Ouais, ça les empêche de... Moi, je fais vraiment attention à parler moins vite dans la vie, OK? Ouais. Mais avec quelqu'un qui parle vite comme toi, ça me stimule, puis ça me donne envie de parler On va vite te ramener, aussi. Pierre. Ouais, je sais. Je bégayais pas, tu sais, je parle Ouais. vite, mais je garde... l'élocution est là. Oui, en Alors, effet. ça fait en sorte que les gens m'entendent, le débit rapide, mais on va remarquer que j'ai pas toujours justement le même débit. Quand ça fait ça, là, je l'augmente Ouais. pour pas qu'il me coupe, mais après ça... Ouais. tu sais, Ça revient. je ralentis. Mais je faisais pas ça au début. Là. Au J'aimerais début, je parlais que juste le vite. gif de là qui fait ça, j'ai hâte de le voir parce qu'il va être vraiment J'ai fait cool. encore. Je m'excuse, je Ouais. gesticule tout le temps à la radio, vous voyez pas ça. Je commence à être un peu self-conscious. Ah, c'est correct, je trouve ça cool. Cool ou là, ça va devenir D'accord. risible Ça jusqu'à serait la cool. fin de mes jours. Non, c'est et, juste un reaction shot, quoi c'est cool. qu'il faut quand même dire qu'il y a eu un meme de moi, tu sais, qui... Ah, quand meilleur. on des trucs, je me souviens de ça. J'avoue que celui-là, je sais plus c'est qui l'auditeur sur Twitter, mais je l'adore. Je le trouve magnifique. On peut vraiment parler en plus d'un PCR pour insérer dans le col du virus. Puis je suis pas. Oui. Merci De encore. l'enthousiasme. Oui, c'est ça. C'est très drôle. Ouais. Puis c'est un sujet où on y va freestyle? On peut, Gabriel, je t'avais envoyé des sujets pour parler avec. Non, Evelyne, attends, ou oui, quoi? OK. Oui. C'est parce que la dernière fois, on va juste faire une petite mise en contexte. La dernière fois que je montais à Québec, on a essayé de faire un Patreon. Dans mon bureau Dans ton au bureau. cégep. Dans ton bureau au cégep. Puis on est allé, faut juste préciser qu'on est allé dîner avant, ensemble. Il y avait puis qu'on- deux morons. Ah, écoute! Ils parlaient hein? vraiment fort. On avait choisi un coin très tranquille d'un bon restaurant de la rue Cartier. C'était très bon d'ailleurs. Les C'était Krigoff. vraiment délicieux. Si vous me cherchez des fois à Québec, il y a des risques que je sois là. Mais c'était absolument délicieux. Et on a fait exprès là, de se mettre dans le fond dans un petit coin reculé. Puis ces deux-là, c'est avec les voix les plus fortes que j'ai jamais entendues de Des ma thèmes vie. de voix vraiment là, caverneux qui résonnent. Tu sais, fallait vraiment. Là, on est... L'histoire, c'est cave, si moi j'ai regardé tout ça. Ah, ils parlaient de Ça sert à musique. quoi? C'était des musiciens. Ils Ouais. parlaient d'instruments de musique. Puis c'était pas intéressant, on va se le dire. Moi, je les ai écoutés, mais Pas j'avais de pas eu le triangle choix. de gazou. Mais, fait qu'ils ont gâché notre Patreon. Fait que là, il a fallu qu'on aille dans le bureau à Evelyne. On a perdu plein de temps. C'est ça que je voulais dire. Tout ça pour dire Désolée. qu'on a perdu beaucoup de temps. Puis là, t'avais un cours, puis t'étais à ton affaire. Fait qu'on pouvait pas arriver en retard, même si j'ai essayé Elle a vraiment corrompre. essayé parce qu'on était vraiment à la limite. Les étudiants devaient commencer à se dire coudonc, j'ai-tu manqué le courriel qui disait que finalement, il n'y avait pas de cours. Mais j'ai encore une couple de questions, en fait, que j'ai pas eu le temps de te poser dans le Patreon, que j'aimerais ça te poser. Et c'est des questions de mon propre cru. D'accord. Mais ça, Evelyne. Lâche la Russie. Je suis fatiguée, oui. C'est vrai, parce que dans le dernier Patreon qu'on a fait ensemble, j'ai beaucoup parlé de la Russie parce que je suis comme dans mon immersion russe en ce moment. Non, en fait, j'ai une question inspirée de RuPaul. Hey boy. Tout le monde sait que je suis une grande fan de RuPaul. RuPaul Charles, que un tu philosophe. Grande fan de drag queen. Et d'ailleurs, ils reviennent en juillet. Le Ouais, mais World côté Tour, drag puis queen, j'y vais et c'est la tout. meilleure. Je veux dire, côté maquillage et tout ça, RuPaul, c'est quand même... Non, c'est fait qu'il n'est pas elle-même.
Fait que, Ben, Ah, fait que ça compte Elle a pas? comme ouvert la porte, je pense. Que- Elle a ouvert la porte, elle a mis Mado beaucoup de gens sur la map. on s'en occupe pas non plus elle-même. Parce que j'ai fait de la télé avec Mado. Oui. Puis effectivement, il, je sais jamais, arrive maquillée. Là, fait que j'ai jamais su si il ou elle se maquillait. Elle a dû le faire pendant un bout, puis maintenant elle a C'est assez de ça, cash exact. pour engager quelqu'un. Ouais, ou quelqu'un sur le show. ok. J'expose la business. Fait que quand la personne se maquille pas elle-même, contrairement à ta conjointe qui se maquille elle-même. Ouais, tu exactement, comprends? c'est ça. Là, c'est une vraie. Non, mais c'est pas vrai ou faux. Je c'est sais juste pas, que je connais pas C'est pas vrai assez, ou faux, c'est juste que c'est comme ça qu'ils le font. Là. D'accord. Ouais. J'apprends. C'est pas dans le même cercle. C'est Un ça. jour, tu vas Disons m'amener ça voir comme un ça. show de drague, j'en ai jamais vu Volontiers, live. volontiers. Ben voyons, ben Mais là. c'est Depuis le tard, temps par que je vais aller au contre, à Montréal, cabaret c'est très Mado, mais... C'est genre à 10h30 du soir. Ouais, fait mais à un que- moment donné, je coucherai en ville. C'est ça, là. exactement. Moi, je vais être là aussi. Là, je suis Oh. toujours au centre-ville de toute façon, mais un moment donné, je fais la demande officielle. Pierre-Luc, Ben oui, ben oui, je veux ben oui. assister à un show Et en de plus, drague. Ok. l'histoire du cabaret Mado est super intéressante aussi. Fait que, ouais. Mais tout RuPaul. ça pour dire que, on reviendra à l'histoire Ouais. du cabaret Mado parce que ça m'intéresse, mais c'est ça, la drague maintenant, là, bon, il y a RuPaul Drag Race et tout, mais ça date pas des années 80, là. Fait que moi, je suis curieuse de savoir quel personnage se travestissait, que ce soit de femmes qui se travestissaient en hommes, d'hommes qui se travestissaient en femmes. Est-ce que c'était accepté? Est-ce que c'était dans le secret? Est-ce que c'était... Tu sais, je sais qu'il y a certaines femmes qui se travestissaient en hommes pour être plus libres de leur mouvement, pour pouvoir vivre et tout. Fait que est-ce qu'il y a des cas, des personnages connus qui se draguaient? Et si oui, ben pourquoi? Se Est-ce que draguaient. c'était pour le fun ou est-ce que c'était Fierce. Ouais. pour... Est-ce qu'il y avait une belle charisma, démarche? puis charisma Ben, et uniqueness. business. Nerve La and question, talent. d'ailleurs, si vous faites des recherches là-dessus, si vous cherchez drague, vous allez être trop dans le contemporain. Il faut vraiment aller voir du côté du travestissement, puis c'est là qu'on va trouver le plus d'informations. J'ai beaucoup d'étudiants qui veulent faire des recherches là-dessus au cégep, donc je fouille quand même. Mais je te dirais que des fois, quand on parle du théâtre, même à l'époque de la Grèce antique, c'est les hommes qui jouaient les femmes. Il n'y avait pas de femmes qui avaient le droit de jouer du théâtre. Donc, Pourquoi, on peut hein? vraiment... Parce qu'on considérait que c'était un sous-métier, d'une certaine façon. On faisait de l'humour ou du drame, puis c'était pas la place d'une femme. Alors, les hommes jouaient déjà des femmes. Alors, il y avait une forme de travestissement pour le théâtre. Je dirais que c'est vraiment la première étape où on a vu vraiment beaucoup d'hommes se déguiser, se travestir dans le but d'incarner officiellement des femmes dans des pièces de théâtre. D'ailleurs, Aristophane a fait une pièce, l'Assemblée des femmes, c'est tous des hommes qui jouaient ça. Ça rendait à l'époque ça encore plus drôle que des hommes incarnent des femmes. Là, on s'entend, là, c'est vraiment pas nouveau en humour. Là. Mais en fait, ça Monsieur Jean-Michel Doubtfire. Anctil n'a rien inventé. OK? C'est-tu Jean-Michel Anctil? C'est ça? Ah oui, Là. pas me tromper. Mais c'est sûr que quand on arrive à une époque où, bon, là, il y a les voyages atlantiques qui vont se faire, je dirais que c'est l'époque de la Renaissance où on va peut-être, historiquement parlant, mieux retracer ça. Parce qu'on a plusieurs femmes qui vont décider de se déguiser en hommes pour accompagner leur mari dans des voyages en mer parce qu'elles étaient interdites sur les bateaux. À moins de faire la traversée pour la Nouvelle-France, si c'était des bateaux d'exploration, des missions scientifiques pour étudier la botanique, etc., les femmes n'étaient pas admises. Mais il y a des femmes comme ça qui sont mariées, qui se disent « Moi, je vais accompagner mon mari, pas pendant 3 ans. » Alors, on les déguisait en hommes, pardon, et ces femmes-là avaient la chance de pouvoir vivre sur le bateau avec leur mari. Et là, quand ils débarquaient quelque part, ils en profitaient parce que c'est sûr que sur le bateau, il ne fallait pas trop que ça se sache, parce que sinon, la femme aurait juste été débarquée puis laissée là. Hein, fait que c'était ça le risque. Fait qu'on connaît Jeanne Albret, je crois que c'est Albret, là, j'ai pas mes notes, mais qui, au 18e siècle, va faire ça. Dans le fond, c'est une ancienne femme domestique, une vie très pauvre, mais c'était une femme qui lisait tous les livres qu'elle trouvait chez les gens chez qui elle travaillait. Puis elle va travailler pour un botaniste. Qui va justement partir dans une expédition qui va viser à aller étudier Tahiti, alors qu'on vient de découvrir Tahiti. Et ça, c'est un des beaux cas connus où cette femme-là va se couper les cheveux, va s'habiller en homme pour accompagner son mari, parce qu'elle va prendre les notes pour lui, parce qu'elle lui était utile déjà comme domestique. Il l'a épousée et elle faisait vraiment tout ce qui était le travail d'archive, parce que c'était un intellectuel un peu perdu et il voulait qu'elle soit avec lui. Donc, elle est déguisée et c'est comme ça qu'elle va faire le voyage. Alors ça, c'est quand même pas rien. Et jusqu'à temps qu'elle est rendue à Tahiti, à un moment donné, on se rende compte de la supercherie et qu'on ait l'intention de la laisser à Tahiti. Mais non, son mari meurt, puis elle va trouver le moyen de retourner en France. Mais il y a eu plusieurs cas comme ça, même chez les pirates. Même chose, il y a quand même pas mal de femmes qu'on connaît qui se sont déguisées en hommes pour embrasser la piraterie. Ouais, Anne Bonny, la plus connue. Anne Bonny, oui, Bonny. avec Rackham le Rouge. Oui. Là, si vous êtes de la génération du village de Nathalie, vous connaissez la chanson Ouais. par cœur. Mais c'est vrai, Pas après, vous autres, hein, c'est moi, la vieille. C'est toi qui es vieille. Non, Ah, moi, peut-être j'ai Yannick. commencé, Ben oui, mais toi, t'as mon âge. Ouais, voilà. Mais le te History rappelles-tu Channel, de la chanson? Non, pas vraiment. Je me rappelle plus de Monsieur Allostop puis des personnages vaguement comme c'est ça. Arrestop. Arrestop, Oui, ouais. oui, il était chouette. lui.
Oui, c'était Arrestop. Oui, sur YouTube, History Channel, il y a un channel YouTube. Et dedans, il a récemment fait une vidéo de les costumes d'Halloween, les faux, puis de quoi ça aurait de l'air à la place de se déguiser. Ah, c'est dans une bonne idée. Puis justement, les pirates qui ont l'air des pirates des Caraïbes, ce documentaire très clair. De Gar Robinski, oui. Oui, c'est ça, exactement. Justement, les pirates, ils montraient, non, t'as pas l'air vraiment d'un corset, ça n'existe pas encore à cette époque-là, je pense qu'ils disent. Puis... Là, ça dépend le corset pour les femmes? non, je me trompe de costume. Mais bref, ils disent que ta féminité, t'as cacherais. Genre, ça fait que cette affaire-là qui montre ça ici, ça arriverait pas. Ah oui, non, c'est ça. C'est sûr que c'est impossible parce que, c'est ça, on voulait pas de femme à bord aussi parce qu'elle aurait été en danger. Faut quand même dire que ces hommes-là partaient en mer vraiment longtemps. Puis c'est juste quand ils débarquaient des bateaux que là, justement, ils couchaient avec toutes celles qu'ils voulaient sur les îles. C'est comme ça qu'on ramène les hommes de colons ont ramené la syphilis, d'ailleurs, qui va amener la naissance du condom. C'est vraiment ça, c'est lié. Là. C'est ça, on voulait pas de femmes sur les bateaux parce qu'on avait peur aussi qu'elles soient violées. Il y avait quand même ce risque-là là, pour ces femmes-là. Ils portaient malchance aussi, non? Elles pouvaient porter malchance, ça dépend des époques. C'est sûr que plus on s'en va vers le 18e, un peu moins. Mais bon, je veux dire, en même temps, il y avait des exceptions. Les religieuses, personne n'aurait osé violer une religieuse. Alors, c'est sûr que les Augustines, les Ursulines qui vont venir ici, en Nouvelle-France, là, elles vont pouvoir faire le voyage parce qu'elles vont faire la messe sur le bateau, des choses comme ça. C'est des exceptions très, très rares. Donc, je dirais que c'est vraiment au niveau de la navigation et des explorations qu'on a probablement le plus de cas de femmes qu'on ne connaît pas nécessairement toutes dans les archives qui ont fait ça. Mais là, récemment, c'est très drôle que tu en parles parce qu'on vient de découvrir qu'un héros de la guerre d'indépendance américaine était soit une femme ou un cas d'intersexualité, ce qu'on a déjà appelé l'hermaphrodisme. C'est Casimir Polaski. C'était un Polonais qui avait participé à un soulèvement en Pologne. Il avait été exilé, il s'était retrouvé en France. C'est Lafayette, qui est comme un général français, qui a vraiment participé à aider Washington pendant la guerre d'indépendance américaine, l'amène aux États-Unis et pendant la bataille de Burgundy, il sauve la vie de George Washington. Alors, il est devenu un héros en 2009. On lui a donné la citoyenneté américaine, même s'il était mort depuis très longtemps. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a eu un petit délai. Et c'est très rare. Tellement il est connu comme étant un grand héros. Il a été enterré à Savannah, en Géorgie. Et il y a une vingtaine d'années, on avait réparé le monument puis on avait exhumé les os qui étaient dans une boîte. Les anthropologues avaient regardé les os et avaient fait « Oh, the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer là? » Mais le bassin n'est pas masculin pantoute. Oh, est-ce que c'était une femme? Et là, c'est sorti la semaine dernière. Grâce aux nouvelles technologies qu'on a pour l'ADN et tout ça, on a été capable d'identifier sa grande nièce pour pouvoir confirmer que c'était bien ses os. Parce que si c'était pas ses os, personne n'aurait fait d'annonce parce que ça aurait été très grave. C'est un héros de la guerre d'indépendance américaine. Là, par contre, ils ont les ossements de sa grande-nièce. Ils ont pu faire le parallèle, confirmer que, c'est bien et bien lui. Et ils ont donc pu faire l'affirmation quand même assez coup de poing que ce grand héros de la guerre d'indépendance américaine était soit une femme, mais qui portait toutes les traces de quelqu'un qui a chevauché comme un homme, qui a vécu la guerre, ou un code d'intersexualité. Ce qui veut dire qu'il possédait des caractéristiques à la fois masculines et féminines, mais du moins du point de vue du bassin. Et là, d'habitude, ça ment peu. C'est complètement féminin et ça a été revu par plusieurs anthropologues avant que l'annonce soit faite dans les revues scientifiques. Très intéressant. Oui! Alors, badass! Je trouve ça tellement badass. Je trouve ça incroyable. Casimir Polaski. Wow. On va terminer le premier segment. Mais on a juste fait les filles. Mais on a juste fait les filles, mais les gars... On va revenir après la pause, puis on va en parler. L'alcoolisme au Québec. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Avant qu'on continue de boire ces excellentes bières des brasseurs du Moulin, Pierre-Luc... c'est même pas de la pub. Honnêtement, pour une IPA, elle est très bonne. Oui, mais c'est de la pub car ils nous ont commencé. Ça va plus loin car la semaine prochaine, les gens vont pouvoir nous voir live au Brasseur du Moulin. Oui! Le 7 mai. Le 7 mai. Et avec un invité que vous ne voulez pas manquer. Avec un invité que vous ne voulez pas manquer. Alors, venez nous voir, ça va être vraiment le fun. Au Brasseur du Moulin. Mardi, le 7. Oui, exactement. Et oui, David Tennant, il fait sa tournée de promotion pour Good Omens avec Michael Sheen, puis ils viennent toutes les deux à Trois-Bières à Belleuil. On a très hâte. Il est dans quel grave dans la première partie? Bon, là, je vais peut-être faire un extra puis me rendre à Belleuil s'il y a David Tennant. Des fois, il est déjà venu à Montréal pour les conventions, pour les Comic-Con. Mais les Comic-Con. C'est du monde. C'est des fans d'histoires fictives. Non, il y a trop de monde. C'est pas que je suis agoraphobe, mais je suis tellement tout le temps dans le public que quand tu m'en vas dans des endroits comme ça, où comme le salon du livre, j'ai fait le salon du livre, je suis comme trop de monde. Juste pour m'en rendre à mon stand, je suis comme mais il faut faire le truc d'y aller un jour de semaine à l'ouverture. Ouais. C'est ça le truc. Il y a moins de monde. Evelyn, David Tennant est un Anglais. Oui. Et, Écossais, en effet. Mais je me demandais,
les Écossais puis cette région-là de l'Europe sont connus pour avoir un humour vraiment noir, caustique, un petit peu différent. Mais les Irlandais encore plus que les Ouais. Écossais. Ça, pourquoi c'est différent là-bas, ça vient de où? Ben, c'est leur histoire, tu sais, je veux dire, c'est des guerres de clans. Je veux dire, les massacres de Game of Thrones, le Red Wedding, c'est inspiré des massacres des Écossais au 18e siècle entre les Campbell puis, je veux dire, les McDonald's, là, je veux dire, ils allaient pas avec le dos de la cuillère, là. Ils ont un climat très sombre. D'ailleurs, c'est ça, je me rappelle toujours, je suis une grande fan de Tom York, il faut que je vous le dise. Mon chum, il y a 19 ans, m'a séduite en me donnant un T-shirt autographié de Tom York sur lequel c'est écrit « Do not wash ». Je l'ai jamais lavé, mais je l'ai porté beaucoup parce qu'à l'époque, je cruisais comme le gars qui est devenu mon chum. Mais j'ai encore ce magnifique T-shirt de Tom York. Mais j'avais lu une entrevue qui m'avait qui? Moi, marqué. j'ai aucune idée. C'est le chanteur de Radiohead. Ouais. Excuse-moi. Le creep. Creep et tout ce que tu veux. Ouais. Moi, Tom York, et je suis très heureuse. Je l'aime bien. Il avait donné une entrevue et il avait expliqué que oui, probablement que la musique britannique, surtout dans les années 90, je regarde Yannick, les deux vieux de la table. Oasis, Blur, tout ça. Il disait que le climat, il fait tellement gris puis il pleut tellement tout le temps, c'est tellement froid que c'est sûr qu'à un moment donné, tu n'as rien à faire. Puis probablement que ça a beaucoup aidé la créativité pour la musique. Donc, du point de vue de l'humour, c'est un peu la même chose. C'est qu'ils ont leur histoire est très sombre. Tu sais, je veux dire, les Irlandais, c'est encore pire que les Écossais au niveau des révoltes. Si vous écoutez Peaky Blinders sur Netflix et tout ça, tu sais, vous êtes comme mon Dieu, mais c'est bien donc épouvantable. Vous avez écouté Downton Abbey, vous avez essayé de comprendre pourquoi il y avait un personnage qui finalement était dans une rébellion, puis c'est comme esquissé dans Downton Abbey. Le Bloody Sunday chanté par U2, tu sais, je veux dire, c'est des événements épouvantables. Donc, c'est sûr que ça a marqué beaucoup leur histoire. Ils sont dans des climats où il fait très froid, il pleut beaucoup, il y a peu de soleil, fait que, je veux dire, ça prend de l'ironie. Mais une ironie qui, effectivement, tu fais un peu gricher des dents, mais pour eux, même leurs légendes, leurs contes et légendes sont teintés de drame parce que ça fait partie de leur histoire. D'ailleurs, si vous aimez Lucie Maud Montgomery, l'île du Prince-Édouard, ça a été donné par les Britanniques à des Écossais qui avaient combattu pendant la guerre de 7 ans. C'était le cadeau, en fait, pour qu'ils puissent s'établir parce que le climat, l'endroit ressemblait un petit peu à l'Écosse. C'était une île. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de roux. C'est pour ça qu'Anne est rousse, d'ailleurs, dans la Maison Pignon Vert. Mais c'est ce qui donne le talent de conteur d'une Lucie Maud Montgomery qui fait partie, justement, de familles comme les Campbell qui se racontent depuis des générations et des siècles des contes et des histoires absolument fabuleuses. Donc, dans les romans de Lucie Maud Montgomery, au-delà de Anne à la Maison Pignon Vert, si vous avez vu la série Road to Avonlea, ou lu les romans qui sont meilleurs, elle va rechercher ce patrimoine-là. Donc, on en a même ici. Si tu regardes des fois du côté de... tu dois écouter des fois les Just for Laughs. Tout le temps. Bon. Moi, j'écoute tout le temps ça. Des fois, il y en a qui... Des fois, j'arrête pour regarder des comédiens. Des fois, t'es comme... Ouh, OK, lui, c'est pas tout le monde dans la salle qui rit, mais en même temps, si tu réalises qu'il est irlandais, tu vas faire... un, comprend son accent, c'est déjà un problème. Mais deux, si tu comprends l'accent, tu vas comme faire « Ouh! » Mais c'est ça, je veux dire, c'est sûr que du point de vue de leur histoire, du point même récente, surtout en Irlande, je veux dire, si tu veux passer au travers tout ça, puis je veux dire, passer par-dessus les faits historiques, il faut que tu en ris, mais c'est sûr que ça donne un humour qui est caustique puis qui graphine, là. Mais moi, j'adore, soit dit en passant. Je veux dire, entendre un humoriste écossais, quand j'étais à Édimbourg, il y en avait un dans les rues, puis j'étais comme... Je serais restée là. Oui, non, c'est Netflix très longtemps. qui a débarqué tout récemment. Envoie-moi ça. Oui, j'enverrai le lien. Oh, puis tu vois que l'humour est différemment amené aussi dans toute leur... L'humour, c'est quoi? C'est le reflet d'une société, c'est le reflet de son patrimoine et de son histoire. C'est normal que nous, on va rire de certaines choses, d'autres personnes vont comme ils trouvent ça vraiment drôle. Surtout quand tu fais référence à la culture qui est transmise de génération en génération. Je veux dire, il n'y a rien de plus propre à un lieu et à une population, et à une société et à son histoire que l'humour, je trouve. Puis des fois, c'est ce qui fait qu'on va écouter d'autres humoristes. Tu sais, j'en ai regardé sur Netflix, puis j'étais comme... Ouh! Puis en même temps, j'ai vu Catherine Levac, puis je me disais... Tu sais, je sais pas si quelqu'un qui l'écoute ailleurs va la rire autant, tu sais, qu'ici, parce que j'étais comme, de la manière qu'elle s'exprime et tout ça. Tu sais, c'est ça. C'est que quand vous faites de l'humour, c'est la langue parlée, c'est ça. Ouais, moi, je trouve la meilleure heure qu'il y a stand-up confondu sur Netflix, c'est Daniel Sloss, qui est écossais. OK. Et à un moment donné... Daniel Sloss? Oui, j'enverrai le lien. Daniel Sloss. Et à un moment donné, il était à Conan O'Brien, qui est mon héros dans la vie. Puis récemment, il parlait que le terme « shitface » vient d'Édimbourg. Parce que il disait que dans le temps, les gens avaient des pots de chambre, puis ils étaient vidés à un moment donné vers 7h du matin ou 5h du matin. Par la fenêtre. Et les gens criaient Guardez l'eau, qui veut probablement dire genre regardez l'eau ou gardez l'eau, tout ça. Puis les gens ils étaient sous le matin à cette époque-là.
les gens étaient impactés, c'est Édimbourg, puis c'est... C'est tellement une belle ville, Édimbourg. Oui, puis... avec le monde regardait en haut puis recevait ça en face. Mais t'étais shit-faced. T'étais vraiment comme... Et ça a du sens. Très honnêtement, ça a du sens. Le nombre de gens qui sont morts en recevant des pots de chambre sur la tête ou des choses comme ça, d'étages dans des rues de ville. C'était une mort fréquente dans ça arrivait. Ah, sur ça, le monde, j'étais pas juste le pot de chambre. Des fois, par la fenêtre des ruelles, et j'étais n'importe quoi. Puis si tu passais puis que tu faisais pas attention, ben c'est ça. C'est comme ça que M. Poubelle a inventé la poubelle. C'est parce qu'à un moment donné, le monde, j'étais tout... Eugène Poubelle. Oui, voilà. J'étais tout par la fenêtre. Puis, je veux dire, quand il pleut pas, là, mettons, tu sais, en Italie, là, quand il y a des mois d'été très chauds puis qu'il pleut pas, tu sais, je veux dire, l'odeur était juste insupportable. Donc, l'idée d'avoir des poubelles et éventuellement un service déboire, ça devait être tellement insalubre. Ça devait être tellement insalubre. Dans les ruelles. Tellement dégueulasse. C'est les arrières de maison. C'est ça, faut pas non plus penser qu'il y avait des cochons partout. beaucoup aussi. Ouais, dans les villes, comme ça, ils mangent tout. Mais un film qui montre cet aspect-là, c'est Le Parfum. Le roman est meilleur, mais le film Le Parfum va chercher un petit peu cet aspect-là où là, tu le vois qui absorbe les odeurs, puis tu dis... Oh là 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 là, que ça devait être épouvantable. Je trouve que ce film-là, on parle des fois de films historiques, là-dessus, là, il n'y a pas un film, je pense, qui a réussi à aller chercher la réalité du côté nauséabond des villes. Le roman le fait très bien, mais le visuel du film va chercher un peu ça. Tu sais, juste des fois, là, mettons le matin, juste en m'en venant ici, tantôt, là, tu passes, puis des fois, dans des recoins, ça sent un peu l'urine parce qu'il y a un bar, puis il y a une grosse veillée. Imagine quand ça sent ça dans toute la ville. C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Puis tu sais, les filles, t'étais toi en robe, là, fait que le bas de ta robe devait être croûté solide. Ah, mais c'est pour ça que... En Italie, vous allez voir, à l'époque de la Renaissance, ils ont des espèces de souliers avec des talons surdimensionnés. Tu pourrais peut-être mettre sur ma face. Je t'enverrai un soulier, mais avec des talons hyper hauts. Tu dis comment ils marchaient là-dedans. C'était justement pour éviter ça dans les rues de Venise ou dans les rues de Florence, etc. On avait pensé ces souliers-là pour pas que le jupon traîne dans toute la chenoute, finalement, qui était un peu partout. Evelyne, toi, t'es allée à Édimbourg? Oui. Qui est la ville du Festival Fringe que tout le monde parle. C'est la ville de tous les festivals, je crois. C'est impressionnant. Je suis allée au mois d'août en plein festival de la musique. C'était hallucinant. Beaucoup trop de Québécois, par contre. J'étais comme... Comment est-ce que... Parce que cette ville-là, ce que j'ai cru comprendre, est comme plein de niveaux dedans. T'es comme la vraie ville. Parle-moi de ça. Ben en fait, c'est quand tu arrives, moi je suis arrivée par train, là. J'étais dans le nord de l'Angleterre. C'est pour ça que ça me dérange pas une bière tablette, d'ailleurs. Le nord de l'Angleterre, oubliez ça, une bière froide, ça n'existe pas. Astérix ne ment pas sur cet aspect. Mon premier repas en Angleterre, petite parenthèse, j'étais tellement contente d'arriver. J'arrive, j'étais dans le nord, je voulais visiter la région des lacs et me promener, me perdre en forêt pendant un bon bout de temps, ce que j'ai fait. Mais tu t'assois dans un pub, tu te dis, OK, je vais commander un poisson. Je suis dans le nord d'Angleterre, je vais manger du poisson et une bière. La bière arrive. Tu la touches, puis tu touches ton verre, tu es comme, oh, OK, elle est vraiment température pièce, surprise ici. Et sous le poisson, une immense feuille de menthe. Et là, j'étais comme, oh, je suis dans Astérix! J'étais comme comme, pour une fois qu'Astérix a raison sur quelque chose, j'étais comme, oh, wow! Mais tu sais, ça peut pas être plus cliché que ça. Là. Je veux dire, j'avais une bière tablette et une feuille de menthe en dessous de mon poisson. Écoute, je riais comme une vraie folle toute seule. Honnêtement, je suis restée assise toute seule. Les gens se disaient, si, ça, c'est une folle qui vient de s'installer, puis elle vient d'un drôle de coin. Mais voilà, fait que j'étais dans le nord d'Angleterre où moi, je suis allée par train à Édimbourg. Puis c'est là que tu le réalises le plus parce que la gare de train, elle est en bas de la ville. Fait que peu importe, quand tu arrives à la gare de train, tu as 2 escaliers et qui te mènent vers les 2 grandes rues principales. Celle qui mène au château d'Édimbourg, où était Mary Stuart, où est le trésor de Mary Stuart, ou sinon tu t'en vas vers le secteur plus des grands jardins. Ils ont des jardins magnifiques à Édimbourg, qui est comme une autre section de la ville. Fait qu'elle n'est pas égale. Fait que là, tu es là, tu sors de la gare, il y a 2 escaliers. T'en prends un. Et là, tu montes des escaliers, puis il y a des bars de cachés dans les escaliers. C'est magnifique. Puis je veux dire, il y a vraiment des bars partout à Édimbourg. Là. Je veux dire, c'est... On pourrait faire 3 bières à Édimbourg. Ah, moi, je suis ouvert. Si quelqu'un veut commanditer. Et je viens. On aurait vraiment du gros plaisir, on charge je pas pense. cher pour venir. Là. Mais non, mais j'aime pas... Je suis pas une fille de ville, je suis une fille de campagne. Ouais. Puis quand je voyage, je vais plus en campagne. Mais si tu devais m'attacher dans une ville... Édimbourg serait mon choix, pas Londres, parce que ça a gardé son cachet historique. Elle n'est pas brûlée autant non plus. Elle est visuellement magnifique. Mais donc, tu montes un escalier, puis là, tu as des bars cachés dans les coins. Puis là, tu arrives, je sais pas combien de niveaux plus haut, sur la rue principale. Puis là, tu te promènes là-dedans. C'est quand même assez quadrilatère, mais pas trop. Puis là, après, tu as une autre section vers le château, c'est encore plus haut. Puis tu vas traverser un pont à un autre endroit. Puis c'est tous des niveaux. Donc, tu es toujours un peu en pente, en fait, à Édimbourg. Puis les bâtiments sont jamais sur les mêmes paliers. Fait que c'est ça. Fait que des fois, tu sais, tu es sur le point de tourner sur une rue.
Puis caché dans le coin, il y a un bâtiment qui est comme adapté à la côte, donc il a l'air un peu tout croche comme dans Harry Potter, mettons. Puis tu sais, t'as un bar ou une boutique de caché là, puis t'es comme, comment ils ont réussi à encastrer ça là? Puis tu sais, tu remontes, c'est très spécial. Mais visuellement, au niveau de l'architecture, c'est une ville très propre. Il faut que je dise, Édimbourg, c'est vraiment propre. Mais c'est ça, ils ont connu beaucoup moins d'incendies que Londres, qui, à partir du 17e siècle, vraiment avait perdu tout son patrimoine ancestral. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, le reste. Mais Édimbourg, non. Alors, Édimbourg, vraiment, les bâtiments, la Bibliothèque nationale d'Édimbourg, je veux dire, c'est malade. Et leur musée. On parle souvent du British Museum, mais le Musée national d'Édimbourg, c'est malade. Il est un peu plus moderne. L'extérieur, c'est vraiment un vieux bâtiment en pierre et tout ça qui a l'air victorien, mais en dedans, je veux dire, c'est un des musées les plus modernes que j'ai jamais vu. Magnifique. Honnêtement, faut que je le dise, j'ai adoré Édimbourg. Faut vraiment que je le dise. J'ai pas eu la chance encore de faire le nord de l'Écosse une prochaine fois, mais Édimbourg, moi, j'ai trippé. J'ai vraiment aimé ça. Là. La seule affaire qui m'énervait, c'est que j'avais des Japonais tout le temps avec moi. C'est pas que j'haïs les Japonais, mais ils me suivent à l'île du Prince-Édouard parce qu'ils trippent sur Anne à la Maison Pignon-Vert. Fait que c'est pour ça que j'y vais avant que les autres arrivent. J'ai fini par savoir quand les autobus de touristes japonais arrivent. Mais ils trippent aussi sur l'Écosse. Puis là, tu essaies de commander un thé. Les scones sont meilleurs à Édimbourg qu'à Londres. Tu essaies de commander un scone, mais là, eux autres, ils parlent pas anglais. Puis là, ils essayent dans les bars, ou dans les pubs ou dans les cafés de commander un scone. Et c'est tellement long. C'est tellement long avant qu'ils réussissent à se faire comprendre et tout ça. Fait que, voilà, je suis comme condamnée à suivre des Japonais partout qui essaient de se faire comprendre dans un anglais approximatif. Puis moi, je suis derrière, je pense que je vais apprendre le japonais pour traduire, pour que ça aille plus vite. Pour mon prochain voyage. Il y a juste au Népal qu'il n'y en avait pas. Puis j'étais comme, waouh, mon premier voyage sans japonais. Qui s'arrête en plein milieu de la rue pour prendre des photos. C'est même pas méchant. J'adore les Japonais. Puis je veux dire, j'ai été élevée avec des mangas toute ma vie. Mais ça, des fois, en voyage, ça peut être un peu sur le système. Ils s'arrêtent vraiment, là, tu sais. Ils s'en foutent que tu sois en arrière. Bang! Ils s'arrêtent. Je suis comme... Mais c'est vrai parce que pendant le festival Comédia, justement, c'était une grosse période de l'année, beaucoup plus touristique qu'avant. Puis c'est vrai que... À Québec? Oui. On dirait qu'ils n'ont pas la Québec. Conscience d'autour. Fait qu'ils peuvent... Le nombre de fois que j'ai failli frapper des Asiatiques en voiture, parce que c'est ça ils arrêtent... Ils veulent prendre, mettons, le Château Frontenac d'un bel angle, mais là, le bel angle, c'est en plein milieu de la rue. Fait qu'ils vont le faire. Puis il n'y a pas de problème. Puis toi, t'es comme, mais qu'est-ce... Tu sais, je vais pas continuer de rouler parce que je veux pas... frapper personne, mais en même temps, c'est ma lumière. Grosse question. Mais Édimbourg, trêve de plaisanterie, là, mais c'est parce que ça marque un peu mes voyages. Je voyage avec vraiment beaucoup de... Mais les voir encastrer des valises dans un train, comme un Tetris, ça, c'est impressionnant. C'est la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vu. Comment ils arrivent à s'arranger pour que toutes leurs valises fit dans le petit cubicule du train, puis que t'es comme... Comment ils ont réussi à maximiser l'espace comme ça? Moi, ça me fascine. Mais c'est sûr que c'est ça. Édimbourg, c'est une ville aussi qui n'a pas été construite selon un plan prédéfini. Fait que c'est ça, t'as comme la vieille ville, le côté plus moderne, mais c'est l'harmonie entre le vieux et le récent, je te dirais. Je pense que les gens ont compris, là, c'est vraiment une belle ville à visiter dans votre vie. Édimbourg, ça vaut le détour. Là, pour ceux qui n'ont pas le budget d'aller là, le 7 mai, on est à Belleuil. Ça vous tente de venir. C'est pas exactement la même chose. L'Édimbourg, la Rive-Sud. Ouais. Alors, venez nous voir. Si je ne me trompe pas, les brasseurs du Moulin, c'est sur le bord de l'eau. C'est bien cute, tout, là. Fait que c'est très, très beau. Mais moi, j'ai une question, une autre question, en fait, peut-être un peu plus personnelle. Je vais te poser quelque chose de vraiment trop indiscret. C'est juste une joke. On parle pas de ménopause, là. Parle-moi de ton père. Roger! Non, mais je suis curieuse de savoir, en fait, c'est quoi la période historique qui, toi, personnellement, te rejoint le moins, qui t'intéresse pas tant? Celle où est-ce que t'es comme « Ah oui, mais non. » Que j'aime moins aborder. Ouais, exact. Ça dépend, mais c'est sûr que le Québec moderne m'intéresse moins, mais c'est l'histoire moderne, en général, très contemporaine, parce qu'à mes yeux, j'ai pas assez de recul pour en faire une analyse historique. C'est pourquoi Notre-Dame de Paris, peut-être, j'ai été happée aussi, c'est que je peux créer l'histoire. Il y a un temps, fait que pour faire de l'analyse, puis essayer de faire revivre ça aux gens, j'ai du matériel. Quand je suis dans le contemporain, je peux pas faire revivre ça aux gens. Tu sais, on est encore dans le même mode de vie quand même. Fait que c'est là où je trouve que des fois, la frontière entre histoire, politique, sociologie se mélange. Je me sens moins solide parce que ma force, je suis une antiquiste, là, tu sais, je veux dire, c'est d'aller chercher ce qu'il y a de plus loin puis d'arriver à le rendre compréhensible et cohérent aujourd'hui. Fait que quand je suis dans le contemporain, très contemporain, je suis comme... Fait qu'après 1960, tu me perds. Puis souvent, quand les médias m'appellent après 1960, je dis non. Parce que je sais que je vais pas avoir l'air blasée. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas...
je suis pas capable de faire vivre. La crise du verglas, c'est histoire-là. pas ton. Je sais pas, non. Mais en même temps, c'est dur à dire. Tu sais, mettons, à partir de quand c'est plus tu sais, est où la limite de c'est de l'histoire, puis c'est juste de la lointaine actualité? Mais c'est l'éternel Tu sais, débat chez les historiens. Et puis c'est ce qui fait que des fois, il y a des historiens qui font de l'histoire assez récente, qui sont souvent affiliés à des départements de sciences politiques, parce que là, ça se touche aussi. Moi, ça, c'est moins ce qui m'intéresse. Tu sais, je veux dire, à aujourd'hui, l'histoire... J'ai beaucoup de plaintes à faire sur aujourd'hui Ils l'histoire. font du très contemporain présentement. C'est Beaucoup sûr que c'est de pas plaintes. moi qui va le faire. Tu comprends? S'il me demandait de faire un sujet trop contemporain, je dirais non. Tu sais, je veux dire, ma collègue à l'Université de Sherbrooke qui torche quand même, Karine Prémont. Je l'aime assez, Mais oui, tellement. mais- On devrait la recevoir à ce Oui. Mais Karine, tu sais, je veux dire, elle va faire une chronique, elle m'a dit la dernière fois sur Tonya Harding. Là, tu me perds. Là. Moi, j'étais comme... non, C'est qui, là... elle? Non, c'est la patineuse artistique. Ouais, tu sais, là, pour moi, t'es plus dans l'histoire. Moi, je suis full. Moi, je Oui, suis mais full. c'est Là. ça. J'ai adoré ça. C'est un drama, Mais- le meilleur drama de toute la vie. En tant qu'ancienne patineuse artistique, j'apprécie le niveau patinage, j'apprécie le niveau lutte des classes. Le coup de patin au visage. Excuse-moi, Non, c'est c'est le son- coup de bâton sur le genou. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'apprécie tout. L'ex-chum qui est redevenu le chum, la relation pas claire, le sweetheart de l'Amérique. T'aimes la télé-réalité. J'adore Ouais, ça. c'est Mais ça, écoute, on aurait dit un film. Oui. On aurait dit un Mais film, voilà. mais c'est la vraie Mais vie. Karine est Fantastique. capable de faire ça. Moi, quand elle m'a dit, je m'en vais faire ça aujourd'hui l'histoire, tu sais, on dînait ensemble, j'ai comme fait. Oh non. Moi, ça, tu me demanderais ça, puis je serais comme. Là, j'aurais l'impression de faire. Hey, même moi, je pourrais aller en parler. Mais- Appelle-moi, Jacques. Moi, y aller en parler de c'est sûr que Karine, Tonya. elle va être capable de vraiment l'actualiser, mais tu sais, je veux dire, pour moi, dans mon style d'historienne, là, j'ai rien. Je trouve que Je j'ai veux pas juste dire que d'accroche. malgré sa grosse blessure, elle a tout de même réussi à aller sur le podium. Oui. C'est tellement fantastique, là. C'est incroyable. Nancy Kerrigan, une inspiration dans l'adversité. Ah là 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 là! Mais tu sais, c'est le genre de sujet que ça, je veux dire, appelez-moi pas pour ça. Appelez-moi, je vais dire mon non. Dieu Seigneur. Voilà, tu sais, c'est ça. Mais Complété. c'est ça. J'ai pas l'impression que mon travail, ma façon de faire en histoire s'applique. Tu sais, Karine est politologue, donc Elle est tellement elle a une intéressante en vision plus, là. très contemporaine aussi des choses. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas la même approche, la même façon de faire. Et c'est ce qui fait qu'on a chacune notre niche aussi dans les médias. Mais c'est ça. Moi, ce qui fait ma force, c'est quand j'arrive à faire vivre le passé. Fait que là, après les années 60, j'ai quand même l'impression que ça fait pas assez longtemps. Puis souvent, je me retrouve avec des gens qui ont vécu les événements. Tu sais, je suis qui, moi? Tu sais, pour leur raconter des affaires que eux autres ont vécues, Eux mais moi, autres j'étais se pas née, tu sais. souviennent, ouais. C'est comme... Là, à ce moment-là, j'ai plus de difficultés. Je vais le faire dans certaines circonstances où on va me le demander, mais j'ai moins de plaisir. Mais sinon, je pense que vous en rendez compte. Tu sais, l'histoire est mon terrain de jeu. Je reprends à Ubisoft, désolé, je reprends votre slogan. Mais ça va, mais c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, sinon, j'ai vraiment aucun problème. Mais Moi, à j'ai- partir des années 60, je décroche pas. Mais c'est d'ailleurs le plus gros problème d'aujourd'hui, l'histoire en ce moment. Je vais le dire, j'ai pas peur. J'ai pas peur de rien. Je vais- Non, je- excuse-moi, Evelyne, est-ce que ça te met dans le trou? je Sinon, vais- je vais pas le dire. Je vais sortir de l'écran 2 secondes. Non, mais c'est pas mon émission, Je c'est vais ton le dire opinion. sur Moi, Patreon, j'ai au pire. pas- Non, j'ai mais c'est juste qu'aujourd'hui, l'histoire, grande fan. Grande fan, je suis depuis le début et tout. J'adore aujourd'hui Tu l'histoire. chiales avec la passion de quelqu'un qui aime vraiment ça. Ben, vrai, mais là, tu sais, je veux pas non plus. C'est juste que je trouve que récemment, si j'ai une plainte, j'ai déjà fait ma plainte, de toute façon, je l'aurais déjà écrit pour leur dire. Mais Gabrielle, elle écrit à la première chaîne Ouais, quand ça en va pas son effet. affaire. à l'ombudsman, non, mais. L'ombudsman de Radio-Canada. Non, mais c'est juste que si j'avais. C'est super intéressant aujourd'hui l'histoire. C'est juste que je trouve que récemment, dans cette saison-ci, c'est très moderne. Il n'y a pas tant de diversité au niveau de l'époque. Fait que c'est souvent. Ben, j'ai fait la tombe de Toutankhamon. Oui, mais mis à part de ça, là, tu sais, il y a beaucoup de. Le traité de 1957, telle Ben, c'est ça. affaire, Moi, ça, je puis ferais pas l'assassinat de John F. Kennedy, qu'on a entendu parler pendant 8. C'est très dans un bassin. Il n'y a pas beaucoup, justement, d'antiquité. Il n'y a pas beaucoup non plus d'autres continents. Je trouve que ça va beaucoup dans l'histoire canadienne, américaine, Je m'en vais faire les sœurs Brontë. européenne. On s'en va dans le Yorkshire. Ouais, mais tu sais, c'est quand même tout de même pas si vieux non, Non, plus. c'est le 19e siècle. Mais c'est ça. Fait que je trouve que ça manque de pré-1700. Ça sera Mais mon Tes commentaire. taxes payent pour ça, Gabrielle. Nos taxes, plus de prix 1700. Fait qu'on va prendre une pause pour que tout le monde aille écrire à Radio-Canada. Mais j'aime full ça. Je n'ai là. aucun lien dans ce segment, je tiens à le dire. Je Ouais, ne ça suis dit- là ouais. qu'assise et j'écoute Oui. tout simplement. C'est pas mon émission, de toute façon. Ça va, ça vient, l'affiliation avec 3 bières. Non, juste pour ce petit bout. C'est son opinion. Moi, j'ai rien dit. Voyons. Ces merveilleuses drogues-là. Eh non, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu C'est la ferais reine ça. Victoria, la première qui
qui a eu le droit, parce que l'Église interdisait ça avant, parce qu'une femme devait souffrir dans l'enfantement. Pourquoi? La reine Victoria, après quelques enfants, elle a dit « Allez vous faire foutre, je veux les nouvelles techniques. » Et c'est elle qui... Est-ce qu'on est en... Oui. Non, mais c'est ça. La reine Victoria a envoyé chier l'Église, puis elle a dit « Excusez, là, c'est quelques enfants que j'ai et je ne veux plus souffrir comme ça. Il y a des nouvelles techniques, une anesthésie qui va m'aider à moins souffrir pendant l'enfantement. Je le prends. » Et c'est comme ça que graduellement, quand Victoria faisait quelque chose, ça devenait comme une mode, que les femmes ont eu droit d'avoir ce qui va devenir graduellement l'épidurale, mais du moins c'est son ancêtre. Mais avant Victoria, l'Église, dans le monde occidental, fallait accoucher dans la douleur parce que c'était ce que Dieu avait voulu. Et voilà. Non, Ah mais là non, là mais là. non. On parlait d'accouchement. Mais mesdames non, et mais messieurs. je comprends pas. Je comprends pas. Mais je comprends pas pourquoi tu te ferais ça naturellement. Je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert. Ton bébé, je comprends pas. 24 heures sans? Non, je ne crois pas. Ce que des gens OK, parce que comprendraient t'as eu des peut-être longs pas, accouchements. c'est l'absence Pas de super. Pierre-Luc à l'écran en oui. ce moment. Pierre-Luc a été violemment happé par un virus. Ça a l'air d'une blague parce qu'on en rit, mais c'est vraiment... Est-ce qu'on est un peu inquiet? si vous regardez l'épisode sur YouTube, je pense que vous pouvez voir... Il manque quelqu'un. Le patient zéro progresser real time. Fait que regardez ça si vous voulez. Et puis, On a mis un micro dans les toilettes aussi dans ce... Ouais. Bref, alors là, il a dû quitter rapidement car ça n'allait pas. Alors, on joue avec un joueur de moins, mais On va s'en sortir. on va s'en sortir. J'espère que c'est pas un épisode posthume que je suis en train de monter là. Non, c'est sûr que non, il y a une santé de fer, Pierre-Luc. Mais vous êtes allé voir de la lutte 2 soirs de suite, c'est ça que tu Écoute, disais? oui, c'est ça. On a été, Faut mettre un contexte. La WWE était en ville avec leurs émissions de télé. Alors, le lundi et le mardi soir, on était voir Raw et SmackDown. Et on a tout de même partagé un grand building avec une masse d'humanité. Alors, c'est peut-être un facteur. À ce temps de l'année. À ce temps de l'année, oui. En tout cas, bref, c'était. Mais ça peut être un merveilleux. mauvais hot dog aussi. Aussi, il C'est y a très plein possible. d'options. Il y a plein d'options. Mais d'ailleurs, tu parles de lutte et tout. Evelyne, j'ai une question pour toi. Est-ce que... De lutte? Peux-tu... Non, pas de lutte. Mais ça revient un peu, là, sans insulter personne, Yannick. Là. Sans insulter J'ai personne. l'impression qu'on va être insulté pareil. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les divertissements de masse avant que la télé arrive, avant que la radio arrive, quand il n'y avait pas de technologie? Comment on se divertissait? Ben, ça dépend des époques, mais c'est sûr que quand on remonte, bon, mettons, si je remonte à la Grèce antique, c'était les hippodromes, où là, on avait des courses de vitesse avec 2 chevaux, 4 chevaux, les courses de chars, en fait. Mais c'est sûr que dans le monde grec, on aimait moins, je dirais, le côté violent, donc il n'y avait pas d'obstacle en plein milieu de l'hippodrome, qui était en forme d'arc, en fait. Avec les Romains, le Circus Maximus, si vous avez vu Ben Hur, vieille version ou nouvelle version, là, on va ajouter des statues puis plein de choses au milieu pour justement pousser l'adversaire contre le mur. Et là, ben, l'adversaire, le char peut éclater, voler en éclats, et les gens peuvent mourir. Et ça, les Romains aimaient vraiment ça. Là. Je veux dire, ils aimaient un divertissement quand même particulièrement violent. Ou sinon, ils aimaient voir des esclaves se faire dévorer par des animaux exotiques live dans le Colisée ou ailleurs. Oui, ça, c'est le monde romain. Un peu plus violent. Si on s'en va, c'est sûr que quand l'Église catholique domine, les divertissements sont plus axés sur, je dirais, l'Église devient un peu le divertissement. Là, les grands rassemblements religieux, les grandes fêtes religieuses deviennent une forme de divertissement. Mais il y avait quand même des théâtres, il y avait quand même de la musique de rue, les troubadours, etc. Ça devenait un peu le divertissement. La musique, en fait, à l'époque médiévale, va devenir une grande forme de divertissement. Et quand on arrive à la Renaissance, revient le théâtre qui sert de journal de l'époque pour des rois comme la reine Élisabeth avec Shakespeare. Elle faisait passer un message politique à l'Angleterre par le biais des pièces de Shakespeare. Elle finançait les pièces, mais il y avait des thèmes qui devaient ressortir dans les pièces pour que les gens comprennent le message en l'absence de journaux. C'est comme les blockbusters chinois qui sont faits depuis une couple d'années parce qu'ils sont commandités, contrôlés par le gouvernement. Par l'État, oui, ça par paraît l'État. d'ailleurs. Fait que toujours gloire à la force unifiée de la Chine, peu importe le drame historique, peu importe ce qui se passe. Ils ont commencé à faire leur film d'action comme vraiment leur propre genre de Rambo, de maudit qu'on est bon pareil. Et regarde, c'est le droit de tout pays de faire ça, mais c'est vraiment comme ok, ouais. C'est là que tu vois une différence avec les films de Kung Fu des années 80. Mm-hmm. Parce que mon chum aime vraiment ça, fait qu'on en a j'adore écouté ça, moi beaucoup, revoir ces vieux films-là, les Shaolin, les choses comme ça. Ouais, il y a quand même une grosse différence, je trouve, avec ce qui est présenté présentement, entre autres sur Netflix et tout ça, dans les films récents. Il y a Ip Man qui s'en sort un peu, je crois. Oui, les 3 films de Ip Man. Avec Donnie Yen. Oui, Ip Man, c'est On va répondre au reste de ta question après. C'est un maître de Kung Fu qui a entraîné Bruce Lee. Et c'est ça qui a fait sa renommée. Puis ils ont fait des films, ma foi, très romancés.
là-dessus, mais toutes les 3 sur Netflix et sont toutes sont vraiment bons. kick-ass. Ouais. Moi, je trouve que Donnie Yen, comme acteur, il a comme une noblesse innée. Fait que quand il est là, tout le temps comme « Ah, Ip Man veut juste s'occuper de ses plantes, ça crise à la paix. » Puis là, il y a tout le temps quelqu'un qui vient le déranger. Et il a machine gun punch et c'est tout le temps cool à chaque fois. C'est merveilleux. Quand il dit qu'il s'entraîne plus parce que là, il est pauvre puis il a faim, puis parce que quand il s'entraîne, il a faim, ben là, il s'entraîne pas parce que c'est que s'il s'entraîne, tu sais, il va avoir faim. Il va avoir faim. La face qu'il fait quand tu dis ça. Non, mon chum, on était dans son, on était comme... Oh non! Oui, c'était vraiment triste. Mais moi, j'ai aimé ça. Le premier se passe proche de la Deuxième Guerre mondiale, l'implication japonaise dans la Deuxième Guerre mondiale, qui arrive en Chine puis qui fait comme « les Chinois... » On sent moins, justement, la présence de l'État au niveau du financement, je trouve, dans Ip Man que ce qui sort là, présentement. Mais oui, Ip Man, je suis d'accord, on a bien aimé ça. Mais c'est ça, maintenant, je trouve que les films plus récents... J'ai vu Kung Fu Yoga, je veux dire, horreur, là. Est-ce que t'as vu... T'as vu Kung Fu Yoga? Oui, j'ai vu Kung Fu Yoga, oui, avec Jackie Chan. Quelle horreur, moi qui est une femme de cinéma indien. Je dirais qu'ils ne se sont pas cassé le bicycle pour le titre non plus. Non, et pour Kung Fu quoi Yoga? que ça? Oui. on dirait un nom de studio. Parce que Netflix dans m'a proposé ça parce que avec mon chum, on écoute beaucoup de films de Kung Fu vintage et moi, j'écoute beaucoup de cinéma indien. Je suis allée au Népal puis je voulais pour la langue, mais aussi connaître des acteurs indiens comme il faut pour jaser avec les gens. Parce que le Népal n'a pas un grand cinéma. Comme Bollywood, beaucoup? Moins Bollywood, j'aime plus les films télugus qui sont dans le sud-ouest de l'Inde. Un film d'action, si vous avez les films d'action américains, il y a tellement plus de kick-ass, justement, Bahubali sur Netflix, il faut l'écouter en hindi. Mais c'est télugu à l'origine avec un acteur absolument exceptionnel qui s'appelle Prabhas. Télugu, c'est la langue du sud de l'Inde. Il y a beaucoup de langues quand même. Tu as le hindi qui domine, je plus les films de Bollywood, etc. Puis, non. Le hindi, c'est une langue. Mais t'as le Telugu dans le sud de l'Inde. C'est Tollywood, en fait, au lieu d'être Bollywood. Ça te donne un indice. Mais bon, grosse parenthèse pour dire que Netflix a comme réalisé que j'avais des goûts en cinéma indien. Mon chum avait des goûts en Kung Fu, fait qu'ils nous ont proposé Kung Fu Yoga à 100% de possibilités de match. Ouais. Quelle horreur! Non, mais je veux dire, je me suis jamais remis de ce film-là. La scène du lion à Dubaï, je voulais mourir. Fait que, enfin, vous voulez rire, mais jaune, puis faire comme... Qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement? Kung Fu Yoga avec Jackie Chan. Et ça commençait bien parce que c'est un spécialiste de l'armée de terre cuite de Chine et de la polychromie de l'armée de terre cuite. Donc, les traces de couleurs qui restent sur les statues, j'étais comme, my God, j'ai jamais vu ça dans un film. C'est bien dans Hot, puis après, c'est comme juste... On oublie ça, là. Ouais, au début, c'est comme s'ils viennent vraiment te chercher toi. Oui, puis après, c'est fini. J'échappe. C'est perdu. Mais donc, pour terminer, avec le théâtre, Shakespeare et tout ça, c'est quand même du divertissement. Des fois, il y a des divertissements qu'on appelle d'underground, de bataille. Ça a toujours été populaire. Ça, c'est beaucoup en Europe, mais est-ce que c'était aussi comme ça, mettons, en Asie? En Asie, les combats, ça a toujours été des divertissements. Je te dirais que sinon, la musique, c'est ça, on oublie, mais la Chine, l'Inde, côté musical, ça a toujours été un divertissement important. Puis tout le côté aussi, je te dirais, des rituels, prendre le thé, discuter. Bon, c'était quand même assez intéressant. Mais si on avance dans le temps, si on s'en vient ici à Montréal, quand on va arriver à l'époque industrielle et que les syndicats vont gagner une journée de congé pour les gens le dimanche, là, on va arriver avec les divertissements grand public, comme le Parc Summer ici à Montréal, où tu as Louis Cyr qui venait faire des combats d'hommes forts. Là, ça va devenir vraiment la grosse mode. Les marionnettes pour les enfants, où on va avoir des mimes ou des choses comme ça. Là, ça va devenir les divertissements populaires pour les classes ouvrières qui, enfin, ont gagné, grâce au syndicalisme, une journée de congé puis qui ont besoin de sortir des usines puis de juste comme respirer. Fait que, l'époque de Louis Cyr, du géant Beaupré, qui s'est battu contre Louis Cyr, mais il était grand, mais il était pas fort du tout. Il a perdu, le géant Beaupré, là, malheureusement. Là. Il y a une histoire très triste, en fait, Édouard Beaupré. C'est le genre de divertissement qu'on va voir. Donc, avant les écrans de télévision ou avant même la radio, c'est ça se faisait en société. Ça se faisait en groupe ou sinon, c'était les violonneux dans les parties de famille qui faisaient la musique, puis c'était les jeux de dés, les jeux de cartes. C'est sûr que dans les bars, les tavernes, ça a toujours été un divertissement moins féminin. Les femmes, on apprend à faire des petits points d'aiguille plus compliqués ou des choses comme ça. Mais c'est tellement gratifiant et divertissant. J'adore tricoter, soit dit en passant. C'est vrai? Oui, c'était quand tu fais ton premier cardigan complet. J'ai jamais fait ça. C'est vraiment le fun. Pour que ton esprit arrête de penser à Notre-Dame de Paris. Vive le tricot. Kristen Ritter. On en parlait avec David Tennant. C'est une grande tricoteuse. Elle a même sorti un modèle de gilet sur We Are Knitters. Je fais juste une petite pub pour ça. Mais...
Je remplace Ah, si t'as bien... trouvé ça encore cool maintenant? Je remplace si bien Pierre-Luc en sautant du coq à l'âne comme ça. Là, j'essaie de remplacer le troisième genre. Ça, c'est une blague. Mais c'est ça, les divertissements, c'est sûr qu'il y avait le monde masculin et un de nos féminin. meilleurs segments qu'on a fait à Trois-Bières. Alain, me semble que J'allais le dire. c'est vraiment J'allais bon, le dire. tu sais. Tu m'enlèves les mots de la me bouche. semble l'énergie flow, puis en tout cas, je sais pas, hein, il y a quelque chose. On jase. Donc, on lance l'effet du l'idée. virus qui descend sur nous, là, on est en train de... C'est drôle, On la n'a pas vraiment genre... utilisé du purel, mais C'est on drôle, la genre d'éprouvette que t'as acheté dans la poubelle tantôt. T'avais comme une éprouvette qui était récemment vidée. Puis Ah oui, là, j'ai tellement besoin d'attention médiatique que je voulais tasser Pierre-Luc avec Ouais. un virus. Oui, tout à fait. Ben, tu me l'as dit, le hein? cover parfait. Ton plus grand rêve, c'est d'être dans Trois-Bières. Tu me l'as déjà dit. Mais j'y suis, j'ai pas besoin Ben d'être voilà. le joueur principal. De toute façon, moi, la lutte, tu sais, pour aider Yannick, ça marcherait pas. Ah ouais, vous pourrez pas Mais- être des body de lutte, c'est ça que tu me dis. Non, à part peut-être avec les vieux bonhommes en caoutchouc. Ça, pour se puncher. ouais, c'est peut-être. Mais non, quand même pas. Mais fait que c'est ça. Fait que tu sais, le divertissement avant les écrans, ben c'était social aussi. Faut pas oublier que ça se vivait en société, en groupe, que ce soit en famille, grande famille élargie, dans des bars. Fait que t'avais une cohésion sociale qui se créait aussi autour des divertissements. Quand les casinos, les salles de jeux vont commencer à apparaître aussi, ben, ça va être une autre forme de divertissement sous Capone. La prohibition interdit l'alcool, mais je veux dire, les maisons clandestines, je veux dire, il y en avait plein, mais les gens aimaient ça parce que ben, ça les sortait de leur univers, des fois d'usine un peu étouffant ou d'un milieu familial qui n'était pas toujours génial. Ça leur permettait d'être avec leur chum de gars, puis de jouer à des jeux, puis d'avoir cette espèce de fièvre de pouvoir peut-être faire des gains. Puis c'est l'époque aussi où, encore une fois, les courses des hippodromes redeviennent populaires aussi. Les gens recommencent à miser sur les chevaux. Fait que c'est ça, c'est comme un petit peu les jeux de dés, mais ça a toujours existé. Ben, c'est merveilleux, ça. Ben voilà. Écoute, on a parlé de Ip Man à travers l'histoire du divertissement. Oui, on a ratissé large en motadine, je trouve. On a bien fait Puis ça. on a parlé de bien Kung fait Fu ça. Yoga. De Kung Fu Yoga, oui. Kung Fu Yoga, j'en reviens pas encore. J'en reviens pas. Ça, Non, mais c'est parce qu'à la fin, en plus, là, en plus, c'est Jackie Chan, il fait du Kung Fu, puis la fille, qui est comme l'héroïne du film, l'Indienne, elle fait du yoga. C'est vraiment pathétique. Puis, à la toute fin, là, je veux dire, quand le film se finit d'une manière absolument ridicule, d'ailleurs, ben là, ils font c'est Jackie Chan qui fait la traditionnelle danse indienne. En fait, je dis traditionnelle, c'est pas vrai pantoute, qui fait un pastiche d'une danse indienne. Le but avoué de ce film était de réussir à créer un pont entre l'Asie et l'Inde, entre la Chine et l'Inde, du point de vue cinématographique. J'ai lu des commentaires de gens qui étaient en Indonésie, à Singapour, quand il est sorti en salle, qui disaient que les gens se roulaient de rire. Moi, j'ai juste fait... J'étais figée, j'étais comme, mais c'est quoi ça? Il se roulait de rire comme Il trouvait parce ça que se vraiment peut pas, drôle. ou parce que c'est Parce qu'il bon? aimait le clash des deux cultures. Mais nous, on n'est pas dans On ce n'est pas monde-là. rendu Fait là. que c'est sûr, quand on le regarde, on est comme, Jackie Chan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne comprends pas. Ouais. Ben, il est devenu une vedette qui doit tout le temps faire des gros films qui sont des gros blockbusters. Mais là, il tourne peut pas. beaucoup en Chine, Oui. quand même. Puis, Oui, parce qu'en Chine, il y a comme 5000 salles ouais. pour tout le territoire. Puis c'est pour ça aussi, puis ça commence à l'affecter comment que les films sont faits ici, les blockbusters, parce qu'ils font quasiment plus d'argent en Chine en premier. Fait qu'il faut ils s'assurent toujours que les films peuvent voyager plus. Et souvent, comme il y a beaucoup de monde qui parle de pourquoi il n'y a pas plus de diversité, mettons, dans les films grand public comme dans les films de super-héros, pourquoi il n'y a pas de personnages principaux qui sont gays ou des affaires comme ça. La Chine n'achètera pas. La Chine n'achètera pas. C'est ce qui fait que Richard Gere ne peut plus tourner dans aucun gros film américain. Il est obligé de faire du cinéma de répertoire. Ouais? Parce qu'il est bouddhiste, puis il avait défendu aux Oscars il y a longtemps le Dalai Lama. Fait que là, il est barré de la Chine. Il est barré de la Chine, donc il n'y a aucun gros film qui peut avoir Richard Gere parce que la Chine ne l'achète pas. Donc maintenant, il fait des films de répertoire. Pour cette raison-là, il est bloqué parce qu'il a parlé... son prof, c'est le Dalai Lama. Il est bouddhiste, donc il est barré. Donc il n'y a plus aucune grosse boîte de production qui peut embaucher Richard Gere. Le film ne se vendra pas. Kenny Reeves commence à entrer dans la même catégorie aussi parce que... Toi aussi. pourront Alors, pas- là, toi, tu vas être barré de la Chine. Ils pourront Oh pas non, je suis refuser- allée, ils n'ont rien dit. Ils pourront pas refuser John Wick pour toujours, par exemple. Erk. J'ai pas vu le 2, là, mais le premier, moi, quand tu tues le chien en partant, tu me perds. Ben, je moi, m'excuse, faut que je le dise. mais J'ai moi, vraiment détesté ce film à cause de Mais ça. quel là. film? Ben, moi, John John Wick, ben, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est excellent. Parce que ils voulaient juste qu'on y cercle la paix. Puis là, les Ils ont méchants- tué son là, chien, les méchants, ils ont OK? tué son chien. Puis là, il a tué toute la PEC de New York. Puis dans le 2, la PEC Est-ce de New qu'il tue York... encore un chien? Non, il s'est trouvé un nouveau chien, puis il soigne. Il survit? OK. Ah, il survit, puis là, mais là, le monde sont
encore en Moses après John Wick. Puis là, John Wick est comme « Ah, moi, je voulais juste la paix. » Puis il tue tout le monde, c'est merveilleux. C'est merveilleux, merveilleux. Non, ça, j'ai pas. Je l'ai écouté puis j'ai comme fait non, t'as tué le chien était cute, je suis désolée, tu me parles. Je déteste les films de chiens d'ailleurs. Mais tu vois, c'est parce que non. T'as pas aimé les t'es Toby? John Wick, Evelyne. T'as pas aimé les Toby? C'est quoi ça, Toby? Ben, Toby, le joueur Oh, de non, basket non, étoile, j'étais Toby sûre. dans l'espace, Non, Toby... j'ai pas d'enfant, non. Non. Non, moi, aussitôt qu'un chien Il joue au basket, est ça dans te un manque, film, Chris. ça part bien mal. Mais quand il meurt... Il y a un film vraiment mauvais que j'ai vu sur Netflix avec un danseur de ballet. C'est pour ça que j'ai voulu l'écouter, qui est un acteur de film, je crois, d'action, qui est sorti sur Netflix, produit par Netflix, où il tue beaucoup de monde. Puis d'ailleurs, il tue son chien par accident parce qu'il se réveille dans un mauvais cauchemar puis il tire une balle. T'as-tu vu ça? Je n'ai pas vu cela, non. J'ai Non, oublié le titre. En termes de Yannick, chiens qui sont morts, moi, ça commence puis ça l'arrête avec John Wick. Ce qui est et déjà puis- assez terrible. Non, mais... Non, c'est excellent, John Wick. T'es John Wick, Evelyne, c'est pour ça que t'étais choqué. T'étais choqué qu'il ait tué son chien. Hey, sauf que lui... j'ai vraiment failli juste éteindre le film et faire « The fuck, je n'écoute pas cette chose. » T'étais pas satisfaite de le voir tuer les méchants après, par la suite qui avaient tué Non, je son pleurais chien? encore le chien. Je pouvais pas. Moi, je trouvais ça cathartique et merveilleux. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait un 2, j'ai fait « Nah, ils vont encore tuer un chien. » Non, il Je protège vais son chien. Il réécouter est la très heureux. Matrix. Écoute, ça ne vieillit jamais la Matrix, ça c'est toujours bon. J'avoue. Et voilà. C'était notre topo. On va finir ça là, je pense. Je pense qu'on peut finir ça là, ouais. On n'aurait pas fait beaucoup d'histoires. On Ben- n'a pas pigé de questions de Ben, d'histoires. pas besoin, j'en avais plein de questions. Écoute, Ils vont être fâchés. La prochaine fois, tu reviendras. Écoute, c'était déjà un épisode spécial, particulier, inespéré. Pendant lequel surprenant. Pierre-Luc a... La perte de Pierre-Luc, mais on te souhaite prompt rétablissement. Et justement, avant de terminer cet épisode-là, ouais, il y a quelqu'un off mic qui nous a parlé de tu sais, Pierre-Luc, là, les choses qu'il nous a laissées, puis son héritage. Dans la salle de bain. Ouais. Ben, on a... Je suis allé là, je suis comme. Il y en a laissé. Écoute, tu le saurais mieux que moi, t'as été témoin, nous autres, on s'est tenus loin de là. Je sais pas, c'est toi qui l'as vu, man. Nous autres, on n'est pas. Oui, je l'ai entendu. Oui, et vous? Cette voix hors champ était Olivier. Écoute, sous cette pluie de rire, on va terminer l'épisode. Si. Épisode inusité, il faut que je le dise. Oh, wow. Attends, excuse. Attends. On va closer ça, puis après, on va... On va tout dire ça. Je braille. Écoutez, si vous voulez nous voir tous les trois avec un Pierre-Luc en santé, on va être live au Brasseur du Moulin le 7 mai, mardi le 7 mai, avec un invité que vous ne voulez pas manquer. Un gros nom, et par ça, je veux dire quelqu'un qu'on connaît, pas un nom, mettons, à 25 lettres. Non, que je veux dire. non. C'est pas alphanumérique, qu'est-ce que je veux dire. Fait qu'on va être là, à Belleuil, au Brasseur du Moulin. On a vraiment hâte de vous Qui est voir. le nouvel Édimbourg. Le nouvel Édimbourg, Oui, l'Édimbourg c'est de la vrai. Rive-Sud. Et sinon, aussi, si je veux aller dans mes propres plugs, vous pouvez me suivre sur Internet, @Yannick Belzile, sur toutes les plateformes où je fais des dessins. Et si vous êtes à Montréal... cet été, je vais animer des quiz de cinéma au Major Tom. Alors, Ah ouais? allez voir ça à l'avenir. Suivez-moi pour avoir plus de renseignements là-dessus. Très cool, ça. C'est donc bien hot, je savais même pas. Moi, Instagram, Facebook, Gabrielle Caron, je mets mes dates de show, je mets mes capsules de filles d'aujourd'hui. Il y a plein de shows qui s'en viennent, il y a plein de belles annonces qui s'en viennent aussi, fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux. Présentement, c'est la folie Notre-Dame de Paris. J'imagine que pour encore quelques semaines, vous pourrez rattraper toutes mes entrevues sur Notre-Dame de Paris à Radio-Canada et ailleurs. Ça va circuler sur les réseaux sociaux. Non, mais sans blague, j'ai Historiophile, ma page Facebook d'actualité en histoire. J'ai ma page personnelle où je mets plein de choses en histoire aussi. Plein de publications, plein de trucs pour alimenter, enrichir votre toile, en fait, votre fil d'actualité Facebook. Je suis aussi sur Twitter, Instagram, etc. Mais vous pouvez surtout m'entendre tous les dimanches matins à Dessine-moi un dimanche avec Franco Novo et occasionnellement à Aujourd'hui l'histoire avec Jacques Beauchamp.
Alors, merci beaucoup d'être venu nous voir, Evelyne, une fois de plus. Mais ça m'a fait plaisir, surtout de remplacer Pierre-Luc. Genre, j'ai du poids sur les épaules présentement, c'est difficile. Oui. Alors, on se revoit et on se reprend au prochain épisode et à la prochaine bière. À la prochaine bière, oui. Bye. J'en ai vraiment bu une.